Oui, nous avons eu de bonnes relations de travail et vous savez que je m'étais rendu en France, M. Macron s'était rendu en Russie. Nous avons eu un agenda intense, aussi bien dans nos relations bilatérales que dans les questions internationales. Nous nous tenons prêts à poursuivre notre interaction avec la France, mais à partir d'un moment donné, le président de la France a arrêté l'interaction avec nous. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui l'avons arrêté. Mais si la France est intéressée, nous répondrons. S'il n'y a pas d'intérêt, nous nous en passerons. Il n'y a rien d'inhabituel. Nous ne déclinons pas les contacts. Mais si les pays européens, et notamment le président français, ne veut pas nous parler, eh bien, chez nous, on dit si c'est non, c'est non. Nous avons de quoi nous occuper. Mais s'il y a un intérêt, nous sommes prêts. Comme Samolskaya Pravda. Moi, je propose la région de Magadan. La région de Magadan, mais j'ai une demande. Eh bien, ne criez pas trop fort. Voilà. Hein, alors, vous voyez du coup l'ambiance. Jérôme Garot, que l'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure, il avait posé plusieurs questions à Vladimir Poutine. Questions, vous allez certainement nous en parler par écrit. Questions qui avaient été retoquées par le Kremlin. Et puis voilà, Jérôme, dans la salle, a posé une question sur Macron. Sur les relations entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Voilà, et on apprend d'ailleurs que Poutine trouve que les relations sont pas si mauvaises que ça, et qu'il est prêt à discuter avec le président français quand cela voudra. Ça veut dire d'ailleurs que les canaux ne sont pas coupés, ou alors ça veut dire... Les canaux ne sont pas coupés, mais... Ou est-ce que ça veut dire, quand Poutine dit ça, et il dit ça aux Russes, moi maintenant, depuis notamment son apparition en visio au G20, je suis celui qui parle avec tout le monde, et regardez, même avec Poutine. Ça veut dire aussi, Emmanuel Macron a mon numéro de téléphone, il sait où me joindre, c'est lui qui ne veut pas me parler, mais moi je suis tout à fait prêt à lui parler. Enfin, dans la manière dont il le dit là, mais c'est dans le sens de toute cette conférence de presse. C'est le Poutine cool qui dit je ne décline pas, l'une des phrases que je viens de noter, nous ne déclinons pas les contacts avec Emmanuel Macron, c'est eux qui pour l'instant ne veulent pas nous parler, mais on est là pour discuter quand ils le veulent. Oui, Didier, les canaux ne sont jamais coupés, mais là, il y a un message aussi envoyé à la France. Ça peut être un message. La France, elle a quand même, depuis le début de la crise, eu une attitude assez ouverte. Les contacts téléphoniques avec M. Poutine en étaient une manifestation. Il y avait quand même la volonté de trouver une solution diplomatique. Donc, on a entendu tout à l'heure M. Poutine dire que lui... les négociations, ou en tout cas un compromis était possible, c'est peut-être une main tendue. Alors est-ce qu'il faut le prendre, encore une fois on revient sur est-ce qu'il dit la vérité? Évidemment qu'il ne dit pas la vérité. Évidemment que si c'est ça, ça voudra dire des concessions considérables de la part de l'Ukraine. Mais il sait aussi que du côté de la France et du côté de certains États européens, il n'y a pas une volonté très forte d'affronter la Russie. Donc ça peut être aussi une manière de semer un peu le trouble chez l'adversaire et de faire sortir la France de cette unité du bloc occidental. Didier. Alors oui, les canaux n'ont jamais été coupés parce qu'on a toujours mis en place des canaux de déconfliction qui continuent de fonctionner. La deuxième chose, c'est que, en fait, ce qui est extrêmement cohérent, c'est que ce que dit publiquement Vladimir Poutine dans cette conférence de presse sur ses objectifs de guerre, c'est exactement ce qu'il dit sur les canaux non officiels, sur où est-ce qu'on va et est-ce qu'il y a des espaces de négociation. Ce qui fait que, finalement, la réponse qu'il a faite, et qui est une réponse de berger à la bergère, mais est exactement la même. Il y a, à ce stade, pas d'espace de négociation, puisque quand on dit dénazification, démilitarisation et neutralisation, ça veut dire en fait capitulation, ce qui n'est pas une base de négociation. Donc à ce stade, oui, les canaux sont ouverts, oui, la question est toujours la même, c'est y a-t-il espace pour négocier? Et la réponse russe, c'est il n'y a pas d'espace pour négocier, si ce n'est à nos conditions, donc en capitulation, ce qui explique pourquoi il n'y a pas de discussion officielle. Ça sert à rien de se parler pour dire exactement la même chose que ce qu'il va y avoir sur les canaux parallèles ou y compris sur les déclarations officielles de Poutine, qui est on discutera quand l'Ukraine aura capitulé. Donc la question ne se pose pas. Grosso modo, aujourd'hui, mais il n'y a pas que les Français, les Allemands, les Américains, etc., ont tous reposé 100 fois la question, quels sont ce qu'on appelle les termes d'un atterrissage, quels seraient les possibles... alors, on connaît le cadre général sur quand Vladimir Poutine parle de régionalisation, ce qui était déjà discuté dans les négociations au début de la guerre, sur l'article 1, rappelez-vous, sur le statut de l'Ukraine, l'article 4, qui était dans les documents écrits de négociation,
sur et dans l'article 1 d'ailleurs il y avait la portée des missiles de 150 km, etc. Tout ça existe. Quand Vladimir Poutine évoque ce genre de choses, il sait, les gens qui écoutent et qui connaissent les textes savent de quoi il parle. Et quand il parle de régionalisation, les Ukrainiens et les Occidentaux savent exactement de quoi il parle. Le problème, il n'est pas celui-là. Le problème, il est, est-ce qu'aujourd'hui, on en est à un stade où on peut ouvrir ces discussions ? Or, que ce soit sur les canaux non officiels ou que ce soit dans les déclarations officielles que vient de faire Vladimir Poutine, on n'en est pas à ce stade. La Russie n'est pas prête à négocier, elle est toujours dans une phase où elle pense que militairement, elle peut obtenir plus. Voilà.